sciences numériques et intelligence artificielle appliquées aux sociétés africaines, orientées vers le développement d'outils numériques, l'analyse des données et l'intelligence artificielle, spécifiquement pour répondre aux défis sociaux, économiques et culturels du continent. Ces exemples montrent une chose essentielle. L'école doctorale doit être un foyer de pensée et non une simple administration universitaire. Cependant, lorsque l'école doctorale est rattachée à l'université, elle doit fonctionner autour d'unités de recherche actives. Dans ces cas, les thèses ne seront plus des travaux isolés. Elles doivent s'inscrire dans une dynamique collective de recherche. Elles doivent s'inscrire dans une dynamique collective de recherche orientée par des chercheurs expérimentés, porteurs d'une vision scientifique. Ces chercheurs ne sont pas seulement des encadreurs administratifs. Ils sont des maîtres de pensée, capables de structurer un champ scientifique et d'ouvrir des perspectives nouvelles. C'est pourquoi une école doctorale ne peut pas être dirigée par une seule personne. Elle doit reposer sur une direction collégiale, rassemblant plusieurs chercheurs responsables des différents axes scientifiques. Cette collégialité garantit la richesse intellectuelle, la pluralité des approches et la continuité de la vision scientifique. Mesdames et messieurs, le monde scientifique évolue aujourd'hui avec des thèses qui inventent plus qu'elles ne décrivent. Les doctorats ne sanctionnent plus la répétition du savoir, mais la capacité de créer. Une université ne s'élève pas en multipliant des structures. Elle s'élève lorsque penser redevient une obligation institutionnelle. C'est précisément là que se joue l'avenir intellectuel de notre pays. Mesdames et messieurs, venons-en au troisième point. Qu'en est-il de voies de réhabilitation de la formation doctorale? Après avoir évoqué certaines dérives qui fragilisent aujourd'hui la formation doctorale, il serait insuffisant de nous arrêter au simple constat. Toute critique véritable doit ouvrir un chemin de reconstruction. La réhabilitation de la formation doctorale ne peut pas se limiter à quelques ajustements administratifs. Elle doit être pensée dans ses fondements même. Je propose d'envisager cette réhabilitation à 3 niveaux complémentaires. Premier niveau, une réhabilitation spirituelle. Deuxième niveau, une réhabilitation philosophique. Troisième niveau, une réhabilitation structurelle. Première réhabilitation. La première réhabilitation concerne l'être intérieur du chercheur. La recherche scientifique n'est pas seulement une activité intellectuelle, elle est aussi une discipline intérieure. Former un docteur suppose de cultiver des qualités humaines essentielles, la concentration, la patience dans l'effort, la rigueur morale, l'honnêteté scientifique, la persévérance face à la difficulté. La formation doctorale doit être une école de maturité intellectuelle et morale. Deuxième piste doctorale doit dépasser la simple accumulation d'informations. Elle doit former des chercheurs capables de comprendre les fondements même de la connaissance. Cela suppose d'introduire et de renforcer dans la formation doctorale la philosophie de la connaissance, l'épistémologie, l'histoire des sciences, la réflexion critique sur les méthodes de recherche. Ces disciplines permettent aux doctorants de comprendre comment les savoirs se construisent, comment ils évoluent et comment ils peuvent être remis en question. Sans cette dimension philosophique, la recherche risque de devenir un simple exercice technique. Or, les doctorats devraient être le lieu où la pensée scientifique atteint sa plus grande profondeur. Un docteur n'est pas seulement quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui comprend comment la connaissance elle-même s'est construite. Troisième réhabilitation, réhabilitation structurelle. La troisième réhabilitation concerne les structures institutionnelles de la formation doctorale. Même les meilleurs esprits ne peuvent produire une pensée féconde si les structures qui les entourent ne favorisent pas la recherche. Les écoles doctorales doivent devenir de véritables communautés scientifiques où les doctorants participent régulièrement à des
Des travaux sont discutés collectivement. Les débats intellectuels sont encouragés. Les projets de recherche sont évalués avec exigence. Une école doctorale ne doit pas être seulement une structure administrative qui gère des inscriptions et des soutenances. Elle doit être un lieu vivant de production de pensée. Car une université ne se définit pas seulement par ses bâtiments ou ses diplômes. Elle se définit par les idées qui y naissent. Mesdames et messieurs, si ces trois dimensions spirituelles, philosophiques et structurelles sont réunies, la formation doctorale pourra retrouver sa vocation première. Elle cessera d'être un mécanisme de production de diplômes pour redevenir une véritable école de la pensée. Car le doctorat n'est pas seulement un titre. Le doctorat est une responsabilité envers la connaissance. Et lorsqu'une université réussit à former de véritables docteurs, elle ne forme pas seulement des enseignants, elle forme des esprits capables d'éclairer la société. Actions urgentes à engager. Quelles sont ces actions que nous devons engager à l'université? Il est donc une extrême urgence d'engager les actions suivantes. 1. Organiser un véritable accueil de doctorants. 2. Former des animateurs des séminaires doctoraux. 3. Répertorier les directeurs de thèse. 4. Institutionnaliser des rencontres annuelles des directeurs de thèse. 5. Restaurer la dignité scientifique de soutenance. Et puis, adopter de manière encadrée les thèses par article. Premier point. Organiser un véritable accueil des doctorants. Entrer au doctorat ne signifie pas simplement monter d'un degré dans le même escalier. C'est changer de bâtiment. Je répète. Entrer au doctorat ne signifie pas simplement monter d'un degré dans le même escalier. C'est changer de bâtiment. Au premier et au deuxième cycle, l'étudiant apprend principalement ce que d'autres ont déjà pensé. Au doctorat, la situation change radicalement. On attend du doctorat qu'il produise du savoir nouveau. Il ne s'agit pas d'accumuler des références. Il s'agit de dialoguer avec les auteurs, de discuter leurs thèses et d'en montrer les limites et d'y inscrire sa propre contribution. Le doctorat n'engage pas seulement son nom, il engage aussi celui de son université et de sa communauté scientifique. Nommer clairement cette rupture dès l'accueil est essentiel. Sans cela, les doctorants risquent de s'égarer dans la confusion. Deuxième proposition, former des animateurs de séminaires doctoraux. Au niveau doctoral, ne devrait intervenir que des enseignants-chercheurs réellement actifs dans la recherche et ayant publié dans les domaines concernés. Le séminaire doctoral n'est pas une extension de cours, c'est un espace de confrontation scientifique. Le séminaire doctoral doit redevenir un laboratoire intellectuel. On n'y répète pas ce qui est acquis. On y interroge les évidences, on y construit des idées nouvelles. Être formateur au doctorat ne consiste pas seulement à avoir soutenu une thèse. Cela suppose une production scientifique régulière, une participation active au débat scientifique, une capacité réelle à accompagner la recherche. Dès lors, les principes doivent être clairs. Celui qui ne produit pas ne peut pas former au troisième cycle. Et lorsque certaines compétences font défaut à l'intérieur des universités, car les doctorats ne peuvent pas rester enfermés dans l'abstraction. Il doit dialoguer avec les problèmes réels de la société. Par ailleurs, la formation doctorale doit être guidée par une vision institutionnelle claire, définissant chaque année les objectifs scientifiques, les compétences à développer, les orientations de recherche. C'est à ce prix que la formation doctorale pourra redevenir un lieu de transformation intellectuelle, capable de former des chercheurs rigoureux, créatifs et responsables. Mesdames et messieurs, n'appelez pas maître celui qui ne l'est pas.
souvent, ce titre est distribué par habitude ou par flatterie. Parfois même à l'étonnement de celui à qui on l'attribue. Or, un maître ne se décrète pas. Il ne se proclame pas. Un maître s'impose par la lumière de sa pensée. Les maîtres éclairent, ils ouvrent des chemins, ils font des idées. C'est un phosphore, l'étoile du matin. Autour de lui, les disciples ne gravitent pas par flatterie, mais se forment dans la rigueur intellectuelle et participent à l'élaboration d'une pensée capable de traverser le temps. À l'université, ce n'est pas par flatterie qui doit régner. À l'université, ce n'est pas la flatterie qui doit régner. C'est la rationalité, c'est l'argument et c'est la méthode. Mais lorsque l'admiration devient complaisance, lorsque les titres précèdent l'œuvre, alors tout vacille. La recherche s'appauvrit, les thèses perdent leur ossature et les discours perdent leur fondement. Les choix des directeurs des thèses, je parle des choix des directeurs des thèses. Tout enseignant ne peut pas automatiquement diriger une thèse. Ce n'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on doit s'autoproclamer directeur des thèses. La direction d'une thèse est une responsabilité scientifique et éthique majeure. Les directeurs des thèses doivent être capables de se remettre en question, de ne pas craindre la contradiction et de proposer des membres de jury qui soient des véritables contributeurs à la recherche, afin de rendre le travail réellement inédit. Les directeurs des thèses est un guide intellectuel, capable de conduire les doctorants vers l'autonomie scientifique. Mesdames et messieurs, les directeurs des thèses doivent eux aussi suivre des séminaires de formation à l'encadrement scientifique. Former des directeurs des thèses, c'est garantir la qualité des docteurs, la crédibilité de la science et la contribution de l'université au développement du pays. Institutionnaliser des rencontres annuelles des directeurs des thèses, c'est encore un autre élément. Mesdames et messieurs, il devient nécessaire d'institutionnaliser des rencontres régulières entre directeurs de thèses. Ces rencontres permettraient de partager les difficultés d'encadrement, d'harmoniser les exigences scientifiques, d'éviter collectivement contre les plagiats et les dérives éthiques. La publication institutionnelle des sujets de thèse renforcerait également la transparence et limiterait les duplications ou les fraudes. La recherche doctorale doit être traçable, crédible et utile à la société. Restaurer la dignité de la soutenance. La dignité de la soutenance des thèses doit être restaurée. La soutenance des thèses doit redevenir un moment de débat scientifique authentique. Chaque membre des jurys doit intervenir sur un aspect précis du travail. Un membre intervient sur la problématique, un autre sur la méthodologie, un autre encore sur les résultats et sur la structure de la thèse. Dire « je n'ai rien à ajouter » lors d'une soutenance constitue une véritable démission intellectuelle. Une thèse exige une lecture sérieuse, argumentée et responsable. Rendre obligatoire les rapports de lecture et structurer les interventions du jury, c'est restaurer la dignité académique de la soutenance. Un autre élément, adoption encadrée des thèses par article. La thèse par article oblige les doctorants à inscrire sa recherche dans une logique d'objectifs clairement définie, d'hypothèses explicitement formulées et des résultats soumis à l'épreuve de l'évaluation scientifique. Chaque article constitue une unité de recherche autonome, évaluée selon les standards académiques précis, ce qui renforce la rigueur méthodologique de l'ensemble du travail doctoral. La thèse par article renforce également la visibilité scientifique du doctorant et de l'institution. La publication d'articles dans des revues reconnues permet une diffusion plus large des résultats, une confrontation précoce aux critiques des pairs et une intégration effective du doctorant dans la communauté scientifique. Toutefois, l'adoption des thèses par article doit être rigoureusement encadrée. Elle suppose des critères clairs, à savoir les nombres d'articles, leur qualité scientifique et leur cohérence avec les manuscrits